Alors, on continue. Je vous avais dit hier, on va commencer avec Tidjane Thiam, et puis on va retourner au Burkina. Au Burkina, d'abord, je voudrais dire au jeune Maïga. Le jeune Maïga, c'est quelque chose Maïga, le jeune homme, la Burkinabé, là. Il fait un travail extraordinaire, ce monsieur-là. Il fait un travail excellent. Il est tombé sur une intervention de France 24 où les terroristes sont en train de recruter en Côte d'Ivoire. Je vais m'arrêter là juste avant de continuer Tidjane Thiam. Rappelez-vous, Assimi Goïta, c'est en quelle année Assimi Goïta a pris le pouvoir? Batili, il faut me sortir la date rapidement. C'est en quelle année qu'Assimi Goïta a pris le pouvoir? Et je vous demande pardon à cause de Dieu. Allez-y, regardez. Merci à toi, Sosergui. C'est ça, c'est Sosergui. Merci beaucoup, Sosergui. Yo, merci à toi, Yo. Ibrahim Maïga, merci beaucoup, Sidi. Ibrahim Maïga. Ibrahim Maïga, merci les gars. On va l'écouter tout à l'heure. Et, c'est en quelle année Assimi Goïta a pris le pouvoir? C'est en quelle année? Donnez-moi l'année. En quelle année Assimi Goïta a pris le pouvoir? Assimi Goïta, l'année. Alors, regardez bien l'année. D'accord? Vous regardez l'année. Et puis, vous allez regarder ce que j'ai dit. Allez-y, regardez ce que j'ai dit. L'année où Assimi a pris le pouvoir, là. J'ai dit, c'est maintenant que moi, je vais aider. Avant, j'étais uniquement pour la Côte d'Ivoire. Je parlais jamais du Mali. C'est là que beaucoup d'Ivoiriens m'ont connu. Et je suis resté le même jusqu'à cette date jusqu'à aujourd'hui. En 2022. C'est pas ça? Quand il a fait, et c'est 2022, la ratification. La ratification d'Assimi Goïta, là, c'est en quelle année? Mon ami, je suis en direct. Alors, donc, s'il vous plaît, c'est assez, ok, d'accord, on part. La ratification d'Assimi Goïta. Qu'est-ce que j'ai dit? La ratification d'Assimi Goïta, j'ai dit quoi? J'ai dit, les terroristes là, on va les allumer jusqu'à la frontière de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, Ouattara, ce que tu es en train de faire là, tu vas regretter. À l'époque, on n'était ni avec le Burkina, ni avec le Niger. Merci, Batili. Voilà, la ratification en 2021. J'ai dit, les terroristes là, on va les botter jusqu'à la frontière ivoirienne. Et là, Ibrahim Maïga nous dit, si vous avez écouté ce qui, je vais retomber sur une de ces vidéos-là, au moment où j'apprêtais mon direct, il dit que les terroristes et les militaires ivoiriens s'évitent. Hey! On va parler de ça. Hein? On va fermer la parenthèse, on va parler de ça. Alors donc, je vous ai dit hier que Tidjane Thiam n'a pas démissionné. Comment Clémence, faut sortir ici, ouais ma chérie Clémence. Bon, retenez son nom, hein, c'est la seule femme baoulée qui m'a aimé. Hein? Voilà. Mais il y a beaucoup de femmes ivoiriennes, mais c'est elle qui m'a aimé. Non. Clémence, regardez ici. Et je vous ai dit quoi? J'ai dit, allez prendre la définition dans le dictionnaire du verbe démissionner. Il dit, je remets mon pouvoir entre vos mains, faites de ça ce que vous voulez. C'est pas une démission. Dans la foulée, qu'est-ce que le PDC a fait? Le PDC organise tout de suite un congrès extraordinaire. 24 heures après, je crois, 24 ou 48 heures après. Et Tidjane est élu cette fois-ci avec 97 minutes. Quelque chose comme ça, je vais voir après. Je vais vous donner. Donc, si vous dites, il y a beaucoup à dire, hein. On va dire, ah, Keita, ton affaire compliquée, on t'aime bien, mais chaque fois que tu vas parler d'Ibrahim, la Côte d'Ivoire fait que vraiment tu finis, tu parles pas d'Ibrahim. Hein? Ton affaire de Côte d'Ivoire, mais quand tu commences, tu peux même plus parler du Burkina encore. Oh. Je vous comprends. Mais, il y a urgence qu'on intervienne en Côte d'Ivoire pour éviter un peu de sang. Il y a urgence qu'on intervienne en Côte d'Ivoire pour éviter que ce dictateur fou, malhonnête, après avoir surendetté le pays à plus de... Et ça, j'ai eu cette révélation, ça c'est pas quelqu'un qui m'a dit. C'est pas quelqu'un. Mais vous allez voir les chiffres bientôt. 45 000 milliards. Keita, on est à 30 000, toi tu arrives à 45 000, bon.
Au moment, moi j'étais à 30 000 milliards, vous parlez de 25 000, de 20 000 ou de 17 000. J'ai dit les chiffres là sont masqués. Et quelques mois après, les 30 000 milliards ont été confirmés. Je vous parle maintenant de 45 000 milliards. Et avant la fin de cette année, la Côte d'Ivoire sera à 50 000 milliards de dettes. Je répète, avant la fin de cette année, la Côte d'Ivoire sera à 50 000 milliards de dettes. Ouattara a fait le même système comme Macky Sall. Vous voyez ce qui est dangereux dans ce pays-là, ce beau pays, la Côte d'Ivoire. On a à la tête de ce pays un voleur qui falsifie les chiffres, un voleur qui manipule la justice, un voleur qui instrumentalise la justice, un voleur qui ment sur ses adversaires politiques, un voleur qui incarcère même les plus faibles. Posez-vous la question, jusqu'où va l'animosité de ce président lâche? Parce que visiblement, Alassane Ouattara est un président lâche. Même le petit Charles Blé Goudé fait peur à Alassane Ouattara. C'est pourquoi je dis à Johnny, c'est vrai, il faut détester Blé Goudé. Mais au moins, il reconnaît que le petit Blé Goudé fait peur à Alassane Ouattara. Hein? C'est ça la réalité. Ouattara n'a jamais voulu une confrontation honnête et sincère. Il a passé son temps à manipuler l'opinion, à manipuler sa base, à manipuler, comment on appelle ça? C'est les gens de son parti là, comment vous les appelez? Les hâtes de bouton. Il est le plus lâche de tous les présidents que j'ai connus. Tellement le vieillard est lâche. Il préfère aller en compétition avec des gens comme Kakabé. C'est-à-dire que même si un bébé naît aujourd'hui, et puis toute la Côte d'Ivoire dit, ah non, le bébé qui vient de naître là, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire demain. Alassane Ouattara fera tout pour que le bébé là, on puisse le tuer. Il va faire enlever le bébé pour le tuer. Il n'a pas, je vous le jure. Alassane Ouattara veut pas, pour lui, c'est un mytho, mais pire, il a un complexe non identifiable, un complexe qu'on ne peut pas catégoriser, qu'on ne peut pas identifier, qu'on ne peut pas définir. Il a un complexe qui fait que quand vous le regardez, au regard de son âge et ce qu'il prétend avoir accompli, vous dites, mais si vous avez réalisé tout ça, quel est votre problème avec l'honnêteté, la probité? Vous obligez tous ceux qui sont autour de vous à être des menteurs, des corrompus et corrupteurs. Est-ce que la politique, c'est ça? Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi avoir peur? Alors, si vous êtes lâche, mais quittez le pouvoir. Ne détruisez pas ce pays. Vous n'êtes pas obligé. Même si Ouattara sait que la poule qui va compétir avec lui, si Ouattara sait que la poule a des chances de gagner, Ouattara va dire, il faut tuer la poule, là, je vais manger. Le monsieur est tellement lâche. La grande gueule qu'il fait. Alors, je vais vous donner une orientation. Je vais vous donner des indications. Je vais vous donner des repères. C'est ce qu'on appelle les repères linguistiques. C'est-à-dire que quand vous étudiez ce qu'on appelle les éléments du langage, il y a les repères. Les repères, il y a les repères physiques, il y a les repères psychologiques, il y a les repères linguistiques. Ce sont les trois dans les éléments du langage. D'accord? Maintenant, les repères psychologiques, c'est quoi? Les repères psychologiques, vous voyez tout de suite une certaine instabilité. Vous voyez une violence psychologique. Vous voyez, la personne agit de façon irrationnelle. Ça, c'est un élément d'identification de la peur. Quand vous agissez de façon irrationnelle, et Alassane Ouattara agit de façon irrationnelle. Donc, c'est un peureux, c'est un lâche. Dans les éléments de langage corporel, c'est ça. Il utilise les autres pour faire son boulot. Il veut se présenter comme Blanche-Neige, il veut se présenter comme un âge propre, quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, mais dans
le couloir, à l'abri de tout regard indiscret, il tire sur les ficelles. Alors, maintenant, il y a une question qui se pose. Tidjane Thiam, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas intelligent pour rien. Il n'a pas rendu Crédit Suisse puissant, riche, pour rien. Il a, je vous ai dit, les gens qui occupent cette fonction-là ont ce qu'on appelle en eux le sens des négociations. C'est-à-dire, il y a des batailles. Ma chérie Clément, je suis là. Bachir, il faut m'aider, c'est le français déjà. Là. Parce que le français là, c'est pas pour moi. Hein. Donc, j'emprunte de temps en temps. Hein. Soyez indulgents. Souvent, j'emprunte. C'est pas pour moi. Alors, il y a... voilà. Alors, on va continuer. Alors, vous voyez, ces gens-là, je prends Tidjane Thiam et de la Trump. Trump, c'est un fou, on est d'accord. Mais c'est un homme d'affaires. C'est un dealer. Il a créé la psychose, les bourses ont tremblé, il a mis bas la terre et il est en train de récolter les fruits. Il a été suffisamment intelligent. Mais Trump n'est pas idiot et bête comme Alassane Ouattara. Trump a compris qu'à un moment donné, il faut mettre bas la terre. Et si tu mets bas la terre, tu peux gagner. Et c'est ce que Tidjane a fait. Tidjane a vu que les gens voulaient, et Tidjane, on va l'écouter. Tidjane Thiam a compris une chose. Il a pris le temps, il a, dans le dos de tout le monde, il a appelé les plus grands juristes. Et là, je vous donne maintenant l'information que Tidjane Thiam lui-même ne pourra jamais contredire. Mais comment toi tu sais ça, Keïta? Je suis le baobab de Dieu ou je ne le suis pas. Je n'ai pas d'hibou, je n'ai pas de guêpe. Mais mon esprit est connecté au siège royal, au siège divin. C'est-à-dire au trône de Dieu. Mon esprit est connecté là. Chacun est connecté, hein. C'est toi-même qui peut décider par ton comportement à couper la connexion. Sinon, Dieu est connecté à tout le monde. S'il y a un imam qui vous dit que vous n'êtes pas connecté à Dieu, posez-lui la question, toi tu es qui pour dire que moi je suis pas connecté à Dieu? S'il y a un pape, un pasteur, un évêque ou tout ce que vous connaissez qui dit que vous n'êtes pas connecté à Dieu, posez-lui la question, toi tu es qui pour que moi je ne sois pas connecté à Dieu? Donc moi je suis connecté à mon Créateur. Alors c'est ce qui me permet d'avoir cette anticipation. Tidjane Thiam, il a consulté les plus grands juristes dans la plus grande discrétion. Parce que son travail l'a amené à faire ça. Il a pris contact avec toutes ces personnes. Et ce qui se prépare contre Ouattara n'est pas joli. Souvent, l'autre, mon petit qui est au Canada, là, il parle beaucoup, mais souvent, il dit des choses intéressantes. C'est Nieba, non, mais Nieba, c'est ça, au Canada. D'accord. Alors, maintenant, je vais arrêter mon truc là-bas, là, c'est ça. Ma chérie dit que ma Zédia, Keïta. Souvent, il faut arrêter les trucs là. Si j'arrête les trucs tout de suite, là, les trucs là vont chauffer. Les appareils vont se mettre à chauffer, puis ça va s'arrêter. Donc, je suis obligé de... Alors, Tidjane Thiam le consulte dans la plus grande discrétion. Des gens qui connaissent la constitution ivoirienne plus que tous les voleurs qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et Tidjane l'a fait dans la plus grande discrétion. Les informations qu'on lui a données. C'est pourquoi quand je vois le petit idiot Christian P qui dit Tidjane Thiam a fait un sondage, il dit, il bat Laurent Gbagbo. Mais pourquoi il va pas battre Laurent Gbagbo? Ce sont les sondages. Ce sont les sondages. Pourquoi il va venir me dire que les sondages, ça, ce sont ses sondages à lui. Il a donné, parce que ce qui me plaît chez Tidjane Thiam, là, contrairement à ce petit bidam de Christian P. Tidjane Thiam, tout ce qu'il dit, c'est public. Tout ce qu'il dit, c'est public. Il publie. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ce que Tidjane Thiam dit, c'est public. Tout ce que Tidjane Thiam dit, c'est public. Rien n'est caché. Tout est public. Il ne cache rien. Alors, ceci dit, alors, Tidjane Thiam, il a plus le temps, il dit, ben attends, il y a un tour de maître que tu peux faire. Mais contrairement, alors je vais vous faire écouter ceci d'abord. Regardez ce que Tidjane Thiam a fait. Ben, permettez-moi de vous ramener ici d'abord. Hein, je vais vous ramener ici rapidement. On voit l'ambassadrice ou bien la pourquoi des États-Unis là devant
Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Ils ont fait écouter quelque chose. Je vais vous faire voir ça. Ça, c'est important. Vous devez écouter ça. Alors, quand Tidiane Thiam, oh là là, donne-moi une seconde, hein. Je vais rapidement reconnecter ça. Je vais rapidement reconnecter le téléphone là. Ça, le problème avec ces histoires de... Voilà, la connexion a été rétablie. Ok. Ok. Voilà, on va revenir rapidement. Voilà. Permettez-moi. Rapidement, hein, on va faire ceci. Voilà, c'est ça qui est là. On va écouter ça. Alors, il dit, écoutez, hein. Il dit, si vous voulez supporter la rébellion, vous n'allez pas supporter cette rébellion à cause d'Ibrahim, l'autre Ibé. Mais vous n'allez pas supporter à cause de Kone Zakaria. Mais vous devez supporter la rébellion armée à cause d'Alassane Dramane Ouattara, parce que quand nous étions en exil, chaque mois, il nous envoyait 25 millions de francs CFA. C'est lui qui nous nourrissait. C'est lui le père de la rébellion. Mais le président a trouvé l'esprit ingénieux de dire, je connais même pas ce Kone Zakaria. Mais voilà Kone Zakaria, qui est aujourd'hui officier supérieur, il est devenu colonel dans l'armée de Côte d'Ivoire. Alors, Tidiane Thiam n'a pas lancé une rébellion armée. Tidiane Thiam n'a pas, on revient ici encore. Je vais vous montrer les rebelles. Permettez-moi, regardez, hein. Je vous salue. Aujourd'hui, on ne va pas continuer en français. On va aller à la Malaisie. Parce que nous sommes chez nous. Et nous sommes en famille. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler en français, on va parler en anglais. Mais vous voyez, à cette époque, c'était le président Koudou, Laurent Gbagbo, qui était président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait mater ceux qui ont organisé ça. Non. Non. C'est là on voit la culture politique, la grandeur des chefs d'État, la grandeur des présidents ne réside pas dans la violence. Je répète, la grandeur d'un chef d'État, d'un président, ne réside pas dans la violence, mais dans la maîtrise et la compréhension des situations. Et Gbagbo l'a très bien compris, en tant que digne fils héritier direct d'Oufoué. Il n'est pas allé à l'école d'Oufoué, mais il a hérité de la grandeur politique d'Oufoué. Contrairement à cette malédiction qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, avec un parti pour mentir, mentir, mentir et corrompre. Ce monsieur qui parle ici, c'est l'homme de maître de Télé Ibrahima, qui est le fils ou le frère de Ouattara, Kone Zakaria. Dieu seul sait les crimes qu'il a commis. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Dieu seul sait les crimes qu'il a commis. Alors, Eboï, je fais pas comme les autres. Si ce que je fais ne te plaît pas, pardon, il faut partir. Je ne fais jamais comme les autres.
J'ai ma singularité à moi. C'est comme ça que je me sens. Pourquoi vous voulez qu'on se ressemble tous? Pourquoi vous voulez que je fasse comme les autres? Pourquoi? Pourquoi tu veux que je fasse comme les autres? C'est dans ça là que j'ai cette autorité. C'est parce que tu ne viens pas pour regarder ce que fait Johnny, mais tu viens pour écouter. Ce que Johnny fait, ça te plaît, non? D'accord. Les informations que tu reçois ici, là, tu reçois ça chez les autres? Alors pourquoi tu veux que je sois comme les autres? Pourquoi tu veux que je sois comme Johnny? Si ça te plaît pas, faut partir. D'accord? Les appareils que j'utilise, je ne me vends pas, mais je ne crois pas qu'il va se permettre d'acheter ça. Parce que le minimum des appareils, ça tourne de mes téléphones autour de 1,2 million à 1,3 million. Et j'en ai 4. Et j'ai commandé le 17 qui doit sortir. Donc, ne viens pas me dire de faire comme les autres. Ok? Ça s'arrête là. Si ça te plaît pas, il faut partir. Alors, ici, le monsieur, il est colonel. Donnez-moi, il y a un bâtard qui est là, qui s'appelle Napo Napo, va dire ça ta maman, fils de bordel, enfant de pute, où tu es, dégage de votre direct, bâtard que tu sois. Voilà. Alors donc, on continue. On continue. Alors, je vais vous expliquer, dit Kone Zakaria, vous ne pouvez pas soutenir cette rébellion si vous ne savez pas comment ça a débuté. Vous ne pouvez pas soutenir cette rébellion si vous ne savez pas pourquoi il y a eu la rébellion. Donc, je vais vous expliquer pourquoi on a pris les armes contre Laurent Gbagbo. Mais Tidjane Thiam, c'est pas ce qu'il a fait. Gbagbo Laurent, c'est pas ce qu'il fait. On connaît le véritable déstabilisateur. Après avoir surendetté, parce que Ouattara a un problème, je vais vous expliquer à la fin. La stratégie de Donald Trump, malheureusement, il l'a mal comprise et il applique mal, mais c'est les Ivoiriens qui vont regretter. Ouattara sait qu'il ne peut pas payer cette dette. Ouattara sait qu'il ne peut pas payer la dette de la Côte d'Ivoire. Et Ouattara veut provoquer un chaos. Et dans ce chaos-là, négocier l'intervention pour ne pas qu'on paie. Parce que tant qu'il y aura cette crise, tant qu'il va créer une crise, on parlera pas de payer dette. On trouvera un moyen pour soit réchelonner la dette, soit trouver une solution pour faire ce qu'on appelle un lift en anglais. Mais écoutons l'idiot qui parle ici, Kone Zakaria. Écoutons-le. Alors, l'essentiel, vous l'avez compris. L'essentiel, vous l'avez saisi. Ici, Kone Zakaria, il dit de façon claire et nette, nous avons pris les armes contre le régime du président Kounou Laurent Gbagbo à cause d'Alassane Ouattara. C'est à cause de Ouattara que nous avons pris les armes. Mais ce n'est pas Gbagbo Laurent qui a créé cette situation. Cette situation était du fait de PDC-RBA depuis 1993-1995. En 1999, il y a eu un renversement de régime, élection, modification constitutionnelle, élection 2000, Gbagbo gagne. Et Ouattara demande à Gbagbo, vous regardez la bêtise humaine. Vous savez, ce monsieur-là, il est malhonnête. Il va mourir malhonnête. Je vous ai toujours dit une chose, je le répète aujourd'hui. Dieu, pour vous détruire, pour vous frapper, d'accord, dans 20 secondes, Dieu pour vous détruire, je répète, Dieu pour vous détruire, permettez-moi, il y a un idiot qui est là qui écrit, il va commencer à m'énerver, je vais le bannir. Dieu pour vous détruire,
il vous laisse vous plaire dans ce que vous faites. Il vous laisse lui donner suffisamment de raisons pour vous détruire. Je prends l'exemple du Pharaon. Comment le Pharaon a permis à Dieu de le détruire. Alors, Ouattara, posez-vous bien la question. Pourquoi Ouattara? Pourquoi Ouattara? Pourquoi Ouattara? Il est à l'origine de ce que la Côte d'Ivoire a connu comme crise. Et après Laurent Gbagbo, et parce que Gbagbo a été attaqué à 2 reprises, en 2002, en 2010, en 2011, avec le soutien de la France, des États-Unis, de l'Union européenne. Alors ce que je veux dire ici rapidement, Ouattara a la possibilité de rectifier les choses, mais il ne le fera pas. La haine l'a aveuglé. La haine l'a endurci. La haine l'a rendu méprisable et méprisant. Je dis bien méprisable et méprisant. De sorte que il ne voit rien d'autre. Il se prend pour un Dieu. Ce n'est bon que quand ça vient de lui. Mais tout ce qui vient des autres est mauvais et à détruire. Il s'en fout du droit. Il s'en fout de la justice. C'est sa volonté qui fait office de loi. On est dans un pays, soi-disant république, mais en réalité, la Côte d'Ivoire est gérée comme une monarchie, selon la volonté du monarque. C'est ce à quoi on assiste. Et ici, je répète encore, Ouattara donne des armes et Ouattara décide de s'attaquer au régime du président Laurent Gbagbo. Il avait à l'époque, en 95, menacé le régime du président Aimé Henri Konan Bédié, qui lui repose en paix. En 99, avec son anglais tordu, un anglais moribond, un anglais médiocre, ridicule, pour quelqu'un qui a un PhD, il parle un anglais aussi stupide. This is a revolution. C'est ce qu'il a dit. Le jour de ce coup d'État. Mais le même idiot, malhonnête, sans foi ni loi, le crétin, l'irresponsable, le maléfique et sataniste, Dramane Ouattara, était celui qui était prêt à tuer les Nigériens pour installer Bazoum. Pendant qu'il applaudissait le coup d'État, il dit c'est des révolutions. Mais c'est le peuple nigérien qui a fait sa révolution à son tour. Alors pourquoi tu mets ta gueule dedans? Pourquoi il met sa gueule dedans? Quand c'est la Côte d'Ivoire, parce que c'est pas lui. C'est bon. Mais, non, parce que c'est pas lui, c'est mauvais. Mais quand c'est lui, c'est bon. Donc lui, il a le droit, le minable, ancien spermatozoïde des futurs cadavres qui va pourrir en affaire. Il dit, c'est la révolution populaire. C'est le peuple qui a voulu. C'est le cadeau de Noël. Mais quand le général fait la même chose au Niger, alors, il faut utiliser la force. Quand c'est le Mali, il faut envoyer les mercenaires. Au Burkina, il faut envoyer les mercenaires. Mais en Côte d'Ivoire, parce que lui, il voyait en cela une ouverture pour être candidat. Une ouverture pour être président. Donc il applaudit. Parce que c'était une opportunité pour lui. Mais quand c'est les autres, il refuse. C'est pourquoi je dis, Dieu vous endurcit jusqu'au point où vous arrivez à un niveau de non-retour. Et c'est là que Dieu a suffisamment d'éléments pour vous détruire. Et c'est ce à quoi on assiste progressivement en Côte d'Ivoire. Je vous ai fait écouter cette merde appelée Kone Zakaria pour que vous compreniez bien ce qui est en jeu. Tidiane Thiam n'a pas fait ça. Tidiane Thiam n'a pas fait ça. Il a pris le temps. Est-ce que je suis en train de dire que je mène le combat de Tidiane Thiam? Si c'est ce que vous croyez, c'est que vous êtes plus idiot que je le pense. Non. Je me bats pour la justice et le droit. C'est tout. Il y a quelqu'un qui est opprimé. Il est opprimé. On refuse de lui reconnaître son droit à cause de la politique. On va jusqu'à étaler sa bestialité, son animosité. Ça, c'est Alassane Ouattara.
Tout le monde sait qu'au faut y a présenté. Tout le monde sait que toi, tu écris trop, mon ami. Ah, il faut arrêter d'appuyer les gens ici, là. Tu écris trop. Et puis, tes caractères, là, sont trop gros que tu empêches les gens, là. Faut pas faire trop de trucs ici, là. Alors, Tidjane Thiam, c'est pas ce qu'il a fait. Merci beaucoup, Joseph. Il se détruit, Joseph. C'est parce que Tidjane Thiam a fait. Tidjane Thiam a dit, c'est un combat. Je remets ma présidence entre vos mains. Aïe, aïe, aïe. Oh, Tidjane Thiam a démissionné. Oh, Tidjane Thiam a démissionné. J'ai dit, regardez-moi ces analphabètes-là. Est-ce que je dois être le seul à comprendre le français ou l'action politique? Alors, donc, quand je dis je suis stratège, quand je dis je suis bon dans mon domaine, quand je dis je maîtrise la communication, haïssez-moi, détestez-moi, mais voilà Dieu encore qui me relève ici. Vous avez parlé de démission? Mais quand démissionne, on n'organise plus un congrès extraordinaire pour vous élire. Est-ce que dans le monde entier, j'ai été le seul à dire que Tidjane Thiam n'a pas démissionné? J'ai été le seul dans le monde. Même vos grands spécialistes, il a démissionné. J'ai dit, voilà les idiots, il n'a pas démissionné. Permettez-moi, les gens sont en train de nous blaguer. Ils ont dit, ils vont pas couper, et puis ils ont coupé. Permettez-moi rapidement, je vais gérer cette petite partie, et puis on va revenir à la deuxième partie. Parce que là, les gens, ils sont trop forts, hein. Vous là, vous allez gâter tout. Ils sont tellement forts. Vous les vedettes, c'est eux qui font ça. Ah, oui, c'est pas grave. On va conclure rapidement. Je pense que la lumière, elle est bonne. Elle est suffisamment bonne. Alors donc, ici, j'insiste. J'ai été le seul dans ce grand monde à dire que Tidjane Thiam n'a pas démissionné. Le seul. Aïe. Le seul. Bon, ne vous en faites pas. Comme ils ont, finalement, j'aime pas l'homme derrière, mais c'est comme ça, hein. Le temps, on va finir cette première partie, et puis je vais mettre le groupe en marche. J'ai dit, Tidjane Thiam n'a pas démissionné. Il a remis son pouvoir entre les mains du PDC RDA. Parce que, j'ai dit, il a quelque chose à faire, et il ne voudrait pas que le PDC soit impliqué dedans. Mais le PDC, à son tour, a jugé utile de réorganiser un congrès extraordinaire pour lui. Et le congrès a été fait. C'est là que vous avez vu cette malédiction et sa bouche pourrie là. Elle sait même pas laver son kojo correctement là. La bêtise qui dit que cette femme là, cette époque-là, le jeu, le ballon de terrain des hommes de RHDP là. Mais alors, voilà que Tidjane Thiam revient en force, plus puissant qu'avant. Vous m'avez dédié, vous m'avez fait, maintenant le PDC dit plan A, plan B, plan C, plan Z, de A à Z, c'est Tidjane Thiam. Le PPRCI dit plan A à Z, c'est Baboulo là. Kojeb dit, c'est Blegoudé, d'accord? Maintenant, la question que chacun se pose, avec sa réélection à plus de 97%, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ça, je vais le développer, mais ne soyez pas pressés. On va le faire. La réalité, c'est celle-là. Tidjane Thiam vient, de démontrer aux criminels sans foi du loi, le menteur pathétique et pathologique, avec son fils au raté, criminel aussi bien que le père, parce qu'un père assassin, rien de bon ne peut sortir d'un père comme Ouattara. Parce que si on vous dit ce que son fils David fait, Allah. David, là, tu peux pas être joli et puis venir, et puis lui va te regarder, il va parler après toi. Parce que, de toute façon, sa femme est morte, là. On nous a pas dit. On dit, ah, c'est un beau de tête, et puis elle est tombée dans la. C'est un coureur de jupons. C'est un homme à femme comme son papa. Ce sont ces bêtises-là qui ont fait que la dame, elle a fait crise cardiaque. Ils n'ont pas dit la vérité. C'est crise cardiaque qui a tué la petite blanche, là. David ne voit pas femme loupée. Les femmes bouddhistes, là, qui étaient célibataires, qui venaient de perdre leur mari, mais qui sont dans les moments de flottement, là. Il y a deux femmes seulement au RHDP qui n'ont pas fait leur la Coréa-Suel, Kaba et puis Marietou. Sur toutes les autres, là, elles ont allumé. Ils ont allumé toutes les autres. C'est Marietou, Kodé, et puis Kaba Dialé. Les deux, là.
Aïe, 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 ils n'ont pas eu guerre. La réalité, c'est ça. Tidjal Thiam démontre à la face du monde et aux Ivoiriens qu'il y a une façon de faire la politique. Il y a une façon et Tidjal vient de démontrer à ce vieillard corrompu, à ce vieillard sans foi ni loi, il vient de lui dire que, attention, c'est pas comme ça. De toute façon, tu fais là, c'est pas ça. Alors, on va essayer de voir si on peut écouter ce que Tidjal Thiam a dit. On va écouter Tidjal Thiam, j'espère qu'on pourra le faire. C'est le message qui va sortir aujourd'hui. Ah non, Ibrahim, pardon, toi, on va revenir après. Toi, bon, Ibrahim, pardon, attends, après, toi, ce sera après. Ibrahim, pour toi, ce sera après. Ok, je vais revenir ici d'abord, rapidement, hein. Permettez-moi. Je reviens, hein. Ok, c'est, l'actualité est riche. On va écouter Tidjal Thiam ici d'abord. Il faut continuer. En politique, quand quelque chose ne marche pas, Écoutons bien, il hein. faut arrêter ou changer. Voilà. Parce que tout ce que ces injures et ces critiques ont fait, c'est renforcer chaque jour ma popularité. Parce que, après tout, vous m'avez élu, c'était un grand acte de confiance qui m'honorait. Mais beaucoup ne me connaissaient pas. Et l'avantage paradoxal de toutes ces attaques, c'est que ça a permis à beaucoup de découvrir ma personnalité. Et de savoir que vous avez un président qui est serein, qui n'est pas perturbé par les attaques, qui est déterminé, qui sait où il va et qui sait où il veut vous amener. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est la victoire. Ce n'est pas d'humilier Pierre, Paul ou Jacques. Ce qui m'importe, c'est de ramener le parti au pouvoir. Et pour ça, il n'y a aucun niveau d'injure ou de critique ou de médisance ou de diffamation qui va me détourner de l'objectif. Voilà. Donc, il faut que nos adversaires comprennent. Il faut qu'ils changent d'approche. Il faut qu'ils changent d'approche. Et ce qu'ils font ne marche pas. Les Ivoiriens ne les croient pas. Même ici en Europe, dès que je sors de chez moi, je suis assailli. Non seulement par des Ivoiriens, mais même par aussi des non-Ivoiriens qui partagent notre combat, qui partagent nos valeurs, qui savent le combat qu'on mène, qui est important pour l'Afrique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais hier, il y a eu une lettre dans le Financial Times qui était signée par Paul Collier, mais aussi Fukuyama, qui est un des plus grands historiens vivants, aussi Timothy Garth. Tous ces gens-là, critiquant l'attitude d'accueil du régime et me soutenant et disant que mon élimination à l'élection ne peut conduire qu'à de l'instabilité pour l'Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup comprennent ça. Donc, c'est pas le moment de faire un long discours, mais je voulais vous dire que, quand j'ai dit d'entrer, vous me manquez, je suis vraiment impatient de vous retrouver. Je suis fier de ce que le PDCI vient d'accomplir. En 72 heures. Je remercie tous ceux qui ont collaboré, le comité électoral, le comité, nos anciens, le ministre Bombay, et bien sûr, au premier rang, notre président intérimaire, Koumou Mobio, que je vous demande d'applaudir copieusement. J'ai dit dimanche soir que ceux qui s'attaquent à nous comme ça ne connaissent pas le PDCI. Ils ne connaissent pas le PDCI. Un parti ne survit pas 79 ans à toutes sortes de choses. Ça, la guerre froide, le communisme, le mur de Berlin, le multipartisme, la guerre civile, les boycotts, si c'est un parti quelconque. Nous sommes le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, et ça, c'est un compliment. C'est un accomplissement.
J'espère que vous saisissez bien. Hein? Le PDCI ne partira jamais. Il était là hier, il est là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a Tidiane Thiam, demain il y aura quelqu'un d'autre, on sera toujours là. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. La Côte d'Ivoire sans le PDCI n'existe pas. Ça, c'est C'est clair. pas compliqué. Et donc, ceux qui imaginent un PDCI réduit, un PDCI laminé, eh ben, ils se trompent. Ah bon. Et on va leur montrer qu'ils se trompent. Voilà. Donc, vraiment, merci à tous. J'étais en train de citer tous ceux qui ont contribué à ça. Voilà. On aurait dit que le PDCI pouvait en 72 heures organiser un congrès extraordinaire éclaté de façon remarquable. Je pense que il y aurait eu un certain scepticisme. Alors, vous savez, qu'est-ce qu'il faut retenir rapidement? Il y a beaucoup de choses à dire, mais comme on est pris par le temps, on va pas aller. Ici, j'insiste et je persiste et je vous en prie. Le PDC vient de démontrer à la face du monde qu'il est un parti organisé, un parti hiérarchisé, un parti conquérant, un parti non violent, un parti qui sait tirer avantage des défis, des situations ou des difficultés. Mais un parti qui ne vit pas et qui ne respire pas à cause d'une seule personne. Il a dit, sans Tidiane Thiam, il y aura le PDCRDA. Mais qui peut imaginer un RHDP sans ce voleur criminel, cet assassin, comment on dit, assassin, c'est ça? C'est un assassin. Qui peut imaginer un RHDP sans ce voleur Draman, sans ce criminel Draman? Parce que les actes du RHDP vont suivre le RHDP jusqu'à la mort du RHDP. Pourquoi le PDCI arrive toujours à se surprendre, à surmonter, à se reconstruire? Parce que c'est un parti non violent. Et c'est ça qui reste dans la mémoire collective des Ivoiriens et des Africains, ainsi que dans le monde. Quand vous avez un parti conquérant, qu'est-ce que les gens retiennent de vous? Votre capacité à vous surpasser, votre capacité à vous remodeler. Alors, cela me permet de dire aux partis politiques du Mali, vous pouvez aller sur tous les plateaux du monde, crier Woyo Waya. Assimi Goïta ne changera pas d'un iota sa décision. Vous êtes dissous, apprenez à vous organiser. Regardez un peu le PDCRDA. C'est aujourd'hui une véritable institution. En Afrique, pas seulement en Afrique occidentale, pas seulement en Afrique de l'Ouest, à part l'ANC, et puis le parti des militaires algériens, là. Et puis où encore? L'ANC, ça c'est en Afrique du Sud, le parti de Nelson Mandela. Montrez-moi un seul parti qui a mené le pays à l'indépendance. Le président n'est plus. Je crois il y a la Guinée aussi, non? Le parti de Sékou Touré, là. Il y a le Sénégal aussi, le parti de le Senghor, je crois. Mais le PDCRDA est le seul parti aujourd'hui. L'ANC est au pouvoir. Donc, comparer l'ANC au PDC, c'est autre chose. Mais depuis le PDC a perdu le pouvoir, le PDC est toujours resté là. Et c'est cette démonstration de force qu'il faut. Et malheureusement, les idiots qui sont sur le plateau de télé là, qui ne comprennent rien à rien, ça c'est une leçon d'histoire. Une leçon politique. Il dit, je remets mon pouvoir entre vos mains, faites-en ce que vous voulez. Les gens disent, c'est toi. Donc ça veut dire que, maintenant, cette stratégie du PSI permet au monde de voir Ouattara comme un voleur, un criminel, un menteur, un corrompu et une menace pour la stabilité de la sous-région. Alors, ce que les idiots moutons ne comprennent pas, c'est avec cette petite partie-là que je vais conclure, tout en laissant, il y a un vrai point que je vais pas développer maintenant, parce qu'il faut que je parle du Burkina maintenant, là, puis du Mali encore. J'ai beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire pendant 3 jours, il faut que je m'occupe un peu du Sahel. Ici,
le PDCI vient de montrer au monde qui est Ouattara. Les gens peuvent ne pas comprendre la symbolique de ce congrès extraordinaire éclaté. Ils peuvent ne pas comprendre la réaction. Mais ça, ce sont les petits esprits. Selon tous les politiciens avertis et aguerris vont vous dire que le PDCI vient de détruire politiquement Alassane Ouattara. Est-ce que vous voyez? Bâtard, la folie dit à ta maman. Voilà. Alors, ça c'est clair. Et le PDCI-RDA vient de démontrer que Alassane Dramane Ouattara, Dormez une seconde, je répète quelque chose d'intéressant. Le PDCI-RDA vient de démontrer à la face du monde que Alassane Ouattara est un menteur. Le PDCI vient de démontrer à la face du monde que Alassane Ouattara est une menace. Le PDCI vient de démontrer à la face du monde que Alassane Ouattara n'est pas démocrate. Donc, tous les mensonges qu'il a fomentés, qu'il a préparés, qu'il a présentés, le monde découvre que c'est un menteur, un corrupteur, un corrompu, un dictateur. Et ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le comprendre, ou pour le dire. Les gens déjà commencent à tirer les leçons. Alors, le RHDP, ils peuvent se vanter, ils peuvent se targuer, ils peuvent se tromper, ils peuvent se plaire, mais je crains que lorsque la dure réalité va se présenter à eux, quelle porte ils vont utiliser pour leur échappatoire. Il n'y aura pas de porte ouverte, il n'y aura pas de fenêtre ouverte. Vous avez la possibilité de rectifier l'histoire. Vous avez la possibilité de sortir grand. Mais le combat qui vient de commencer là, c'est pas le combat avec les armes. C'est le combat idéologique. C'est le combat de l'éthique morale. Alors que nous sommes aujourd'hui dans un monde, quand vous êtes étiqueté, on vous met une étiquette, faites attention de ne pas passer devant certaines personnes. Sinon vous allez le regretter. Et Alassane Ouattara aujourd'hui, malheureusement, sinon heureusement, le monde découvre un sanguinaire menteur, un criminel voleur, un manipulateur corrompu. Voilà ce que le monde découvre. Et les gens se disent, les Occidentaux se disent, mais attendez, c'est notre argent, ce qu'on appelle taxpayer money. Donc c'est l'argent, c'est notre taxe là qu'on prend pour payer des munitions, des armes, pour attaquer les vrais démocrates, et puis installer des dictateurs au pouvoir. Alors, malgré tout ça, on veut gâter le nom de l'AES. Ils veulent faire croire que l'AES a une mainmise dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Que nous sommes en train d'encourager certains militaires à assumer leurs responsabilités. Mais nous ne disons à aucun militaire de prendre les armes. Personne ne nous a demandé à nous de prendre les armes. On l'a fait dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du peuple. Au Niger, au Burkina, au Mali. Bon, Bourget a dit, il ne serait pas étonné de voir un coup d'État en Côte d'Ivoire. Et nous sommes tous, et nous souhaitons, nous prions Dieu pour qu'il y ait ce coup d'État en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut que Ouattara parte. Trop, c'est un bateau. Il a menti. Il a menti. Et il a menti. Donnez-moi 5 ans. Dja, ça peut mettre les gens en prison. Donnez-moi 5 ans. Dja, c'est vouloir décapiter le PDCRDA. Et c'est ce que Tidjane Tchama dit ici. Alors, voilà un congrès éclaté. Extraordinaire, éclaté. Qui permet de gérer plusieurs thématiques, plusieurs problématiques, plusieurs défis en même temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est impossible de vouloir, une fois de plus, décapiter le PDCRDA. Ce n'est plus possible. Il faut que ce soit clair.
Regardez bien ce qui s'est passé. Regardez la tour. Non, Tidiane, tu es trop fort. Et je dois parler de Burkina avec Tidiane Tcheta aussi. Il fallait pas sortir aujourd'hui, il fallait sortir demain comme ça, il parler de mon frère. Puis bon, d'accord, rapidement, je fais un ramassis, bref. Voilà ce que Tidiane fait. Vous m'avez condamné, donc je démissionne. Mais ce qui est intéressant, quand la justice prenait sa décision, la justice, dans la décision de la justice, il n'a jamais été dit que Tidiane Thiam, c'est-à-dire que on a dit seulement il faut le radier de la liste. C'est pas ça? Mais il n'a pas été condamné comme Blé Goudé, comme Marine Le Pen, comme Gbagbo Laurent. Dans ces conditions, on vous retire vos droits civiques. Mais comme Gbagbo Laurent, si le droit était respecté en Côte d'Ivoire, normalement, Gbagbo Laurent ne peut pas être président du PPRC. Blé Goudé ne peut pas être président du COJEP. Parce qu'ils sont inéligibles au regard de la loi. Alors, mais pourtant, ils sont présidents du parti politique. Et pourtant, la Côte d'Ivoire n'a rien fait. La justice n'a rien fait pour s'opposer à cela. Pour la simple bonne raison que la justice elle-même n'a pas été capable d'apporter à ils ont demandé d'avoir la grosse de leur condamnation, c'est-à-dire d'être notifiés par la justice qu'ils sont condamnés par rapport à ce sujet. On refuse jusqu'aujourd'hui de donner à Gbagbo Laurent la grosse de sa condamnation. C'est-à-dire la décision de justice qu'il a condamnée. Parce que c'est avec ça que Gbagbo peut se plaindre. C'est avec ça que Gbagbo peut riposter. C'est avec ça que Gbagbo peut attaquer la justice. Mais on refuse de lui donner. Alors, c'est pourquoi souvent quand je vois ces petits bâtards-là, je répète ces bâtards 1000 fois, Daouda bâtard, Élisée bâtard, Ali Diarasouba bâtard, et tous ceux qui animent ces émissions-là, vous êtes tous des bâtards sans exception. Parce que vous ne savez même pas ce que vous dites. Quand quelqu'un est condamné, la justice vous remet un document. C'est pas Gbagbo qui demande ça. C'est ce que le droit exige. Mais Gbagbo n'a aucun document. Et vous avez la gueule puante d'aller vous asseoir sur vos plateaux. Gbagbo a été condamné. Il faut rester. C'est pourquoi Élisée, ce petit bâtard raté, boribon, maudit jusqu'à la poêle. Gbagbo n'est pas, Gbagbo a été, mais est-ce que Gbagbo a été notifié de sa condamnation? Il a appris comme tout le monde dans la presse. Blé Goudé, c'est la même chose. Mais on leur a jamais, vous avez donné, comment ils appellent ça? Une convocation à un huissier de justice pour aller chercher Charles Blé Goudé chez lui. L'huissier de justice revient, je suis allé, on dit que Blé Goudé n'est pas là. Donc vous avez donné au moins un document pour aller chercher Blé Goudé chez lui, pour qu'il vienne à son procès. Sachant bien qu'il était à la CPI. Mais maintenant que vous avez rendu votre justice, pourquoi vous ne lui donnez pas maintenant un autre document pour dire que tu n'étais pas là, voilà le jugement qu'on a fait, voilà pourquoi. Mais il faut la donner. Alors vous voyez que c'est pas honnête. Et quand on anime des débats politiques sur ces médiocres plateaux de télé avec ces journalistes bâtards, ils le sont, c'est ce qu'ils sont. C'est pas une insulte. Le mot n'est pas fort, c'est ce qu'ils sont. Vous condamnez quelqu'un et vous refusez de dire à la personne, voilà les raisons pour lesquelles vous êtes condamné. Au moins, donnez-lui la preuve de sa condamnation. Il refuse ni Gbagbo, ni Soro, ni Blé. Personne n'est de personne. On refuse de leur donner. Mais l'erreur qu'ils ont faite avec Tidiane Thiam n'a pas été condamné de cette manière avec eux. Ils ont seulement demandé sa radiation. Donc, il continue de jouir de ses droits civiques. Et ce qui lui permet d'être candidat. Donc, il a recandidaté. Le parti l'a repositionné et le parti l'a élu. Dans ces conditions-là, regardez regardez la stratégie du PDC-RDA. Maintenant, là, quelle décision la justice peut avoir pour mettre le PDC sous quelle est l'expression la même là? J'ai une expression là, ils vont mettre sous quand la même là. Enfin, ils veulent mettre le PDC sous, enfin, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, décapiter le parti. Maintenant qu'il y a un président, vous allez faire comment? Mais n'oubliez pas une chose, le président Ouattara, le criminel Ouattara, le menteur Ouattara, sous tutelle. Merci beaucoup, Traoré. Placez le PDC-RDA sous tutelle. Merci, administration provisoire. Alors, mais n'oubliez pas une chose, on a un criminel comme président, un voleur comme président. Quelqu'un qui ne respecte ni la loi, qui ne connaît ni la loi, qui n'a aucun regard pour la loi. Gbagbo est condamné,
Jusqu'à présent, il n'a jamais été notifié de sa condamnation. Blé est condamné, il n'a jamais été notifié de sa condamnation de façon officielle par la justice. Alors donc, avec Ouattara, faisons beaucoup attention. Mais ce qui est intéressant, ici, il a en face de lui un certain Émile Constant Bombé, que je vous ai présenté hier, qui était la chérie ouvrière du fouet. Émile Constant Bombé était la tête passante au fouet. Babou connaît Émile Constant Bombé. Babou le connaît très bien. Émile Constant Bombé, il le connaît très bien. Moi, je suis allé à l'école avec le petit frère de Bombé. On était dans la même classe. Je crois, Bombé, il parle pas beaucoup. Mais c'était une tête. C'est lui qui faisait l'administration du fouet. Il était le ministre de l'Intérieur, Émile Constant Bombé. C'était un préfet au fouet. Parce qu'il a fait quelque chose qui a marqué au fouet. Au fouet, il a remarqué au fouet, dit ça, c'est une tête qu'elle a. Et depuis qu'au fouet, il a nommé jusqu'à la mort du fouet, il a toujours été ministre de l'Intérieur. Et les partis politiques avaient peur de lui, d'une certaine manière, il faut de la vérité, parce qu'il savait parler, il savait les choses, il savait les positionner. Il n'était pas violent, mais il savait faire son travail. Alors, lui n'était pas ministre de l'Intérieur, de la Sécurité. Attention, les gens confondent. Il était ministre de l'Intérieur. Il y avait le ministre de la Sécurité qui était à part. Le Bombé était le ministre de l'Intérieur. C'est lui qui gérait les préfectures et autres. Et les découpages administratifs, c'était lui. Et c'est lui qui organisait les élections aussi. Alors, donc, Bombé, vous avez des gens comme Bombé, des gens comme Kubo Bobio, c'est des gens que je cite, des gens comme Dikawe, plein d'autres têtes passantes qui sont là. Ils ont tout de suite anticipé. Mais ce qui est intéressant, ce que je peux dire en même temps, c'est une bataille qui vient de commencer. Et cette bataille qui vient de commencer, le RHDP ne s'était jamais affronté de façon frontale, violente avec le PDC-RDA. Bédier, ils se sont dit peut-être, Bédier avait une certaine popularité, Bédier, donc il faut faire ça, mais Tidjane Thiam est jeune. Beaucoup plus jeune que le vieillard de 83 ans. Beaucoup plus intelligent que la bêtise humaine appelée Ouattara. Et Tidjane Thiam sait comment il faut pousser les pions. Et je vous ai dit que Tidjane Thiam va humilier Alassane Ouattara. Tidjane Thiam a compris tout de suite, mieux que quiconque. Certes, je l'ai condamné hier, parce que je me suis dit, ils ont trop, quand il allait s'arrêter à côté de Ouattara comme un petit garçon apeuré là. Peut-être que si Ouattara a mal interprété, tu sais, je vous dis toujours, il y a ce qu'on appelle l'interprétation des éléments du langage. Si en politique, vous perdez de vue ce qu'on appelle l'interprétation des éléments du langage, en politique, si vous perdez de vue, il vous sera difficile d'être un très bon politicien, ou un bon stratège, ou un très bon communicant politique. Tout le monde crie, ça c'est pas la communication. Tout le monde parle, c'est pas la communication. Casser papou, c'est pas la communication. La communication, c'est une réflexion, c'est une planification, c'est une stratégie. Et tout ça est basé sur quoi? Sur les éléments du langage des acteurs politiques. Et Ouattara, quand il a vu Tidjane arrêté à côté de lui, il a vu un petit garçon apeuré qu'il peut manipuler. Et quand il s'est rendu compte, et c'est ça qui a trahi tous ceux qui ont attaqué Tidjane Thiam, qui roule pour la France. C'est ça qui les a tous trompés. Et moi, ce jour-là, contrairement à ce qu'ils ont dit, moi, je l'ai allumé, Tidjane Thiam. J'ai dit, tu allais te ridiculiser, mais le vieux là va te fatiguer. Le vieux là, il va t'allumer. Allez-y, prenez. Après, les bleus et autres, là, sont le présenter à Ouattara comme le nouveau président du PDCRDA. J'ai dit, vous n'avez rien compris. Vous venez de faire une bêtise. Et vous avez vu Tidjane Thiam, il s'est arrêté comme un petit garçon apeuré. Ça, c'est un élément de langage que tout le monde peut interpréter. Et Ouattara a mal interprété cela. Il a vu cela comme la faiblesse. Et Tidjane Thiam, qui était le lion endormi, le volcan endormi, on l'a réveillé. Et ceux qui ne connaissent pas le Tidjane Thiam, ils vont commencer à leur démontrer cela, mais toujours dans le respect de la loi et de la Constitution. Contrairement à ces voleurs criminels
qui a utilisé la rébellion pour tuer les Ivoiriens. Il n'a pas besoin de ça. Il saura comment recadrer et il va humilier Ouattara. Je vous ai dit ici qu'il n'a pas démissionné. Oh, il a dit, j'ai dit, allez, c'est pourquoi je vous dis toujours, ne soyez pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Mais je vous en prie, n'allez pas vous polluer l'esprit et les oreilles avec tout ce qui se raconte sur les réseaux, les n'importe quoitisme là. C'est pas vous. Ça, c'est pas vous. C'est vrai. Qu'ils ne sont pas tous les jours. C'est vrai, ils sont pas 1000 fois par jour. C'est vrai, vous avez besoin d'infos. Mais c'est pas tout ce que vous devez écouter. Et ça vous en parle. J'ai dit, il n'a jamais rendu sa démission. Mais qui a eu raison? Alors, comment une seule personne peut parler et puis tout le monde passe à côté de la plaque? Et cette personne-là, c'est qui? Si Dieu ne vous inspire pas, vous croyez que je connais quelque chose? Vous vous trompez, je connais rien. C'est Dieu qui m'inspire. Mais, regardez l'audace. Tout le monde, même les plus grands journalistes, tout le monde dit qu'il a démissionné. Et comment moi, sur le sujet, je dis qu'il n'a pas démissionné. Si je ne suis pas assis sur quelque chose que Dieu m'a donné, si je n'ai pas quelque chose entre les mains que Dieu m'a donné, est-ce que je peux avoir le courage? Regardez tout le monde et dire, vous avez tous tort. Parce qu'après tout, quand ils vont me détruire, ils vont m'allumer là. Est-ce que je peux sortir encore? Mais voilà, je sors. Pendant que eux qui ont dit qu'il a démissionné là, ils se cachent. Moi, je sors. Ma chérie Clément, si c'est pas Dieu, la faute qui peut, ça, l'école peut pas donner. Je vous dis, l'école vous donne les armes, mais l'école ne fait pas de vous ce que vous voulez être. Non. L'école vous donne les armes pour vous battre. Et les armes ici, il y a un élément de langage, la parole, l'audition, le langage. Mais c'est pas l'école qui façonne ce qui est ici. C'est Dieu lui-même qui façonne ça à son image et à sa volonté. Parce qu'il veut vous amener quelque part. Dieu sait que sur les réseaux, il y a beaucoup de menteurs. Pourquoi il m'envoie sur les réseaux? C'est pour établir souvent la vérité. S'il avait démissionné, il n'y aurait pas ce à quoi on a assisté. Il n'a jamais démissionné. J'ai dit, il a remis entre les mains. J'ai dit, c'est stratégique. Il y a quelque chose. Regardez. Après, vos sorties vont m'insulter encore. Insultez-moi au moins. Au moins, je vous ai pas mené en bateau. Hein? Au moins, ce que j'ai dit, parce que bon, c'est que vraiment, nous, on t'aime bien. Mais ce que tu as dit, là, il n'a pas démissionné. Comment tout le monde peut dire qu'il a démissionné? Puis toi, celui qui dit qu'il n'a pas démissionné. Moi, je dors, quand je me réveille le matin, on dit un conseil, et on dit, chose éclatée. Comment vous appelez ça? Éclaté. Et puis, il est à 97%. J'ai dit, wow. Pendant que je dormais, Dieu établit ma vérité derrière moi. Hey! Les gars, Dieu est là. Alors, on va commencer par ici, tout en restant au Côte d'Ivoire légèrement. On va commencer par ici. Je vous en prie. Cette partie-là, pour nous, on va ici. Hein? On va écouter ça d'abord. On va écouter ça, on va écouter le jeu d'Ibrahim. Le message qui va sortir aujourd'hui. On va écouter Ibrahim. On n'a pas besoin de raconter à qui que ce soit la situation. On vient de commencer la deuxième partie de notre direct. Hein? Les gens ont fait le choix de nous agresser. Les gens ont fait le choix de tout faire pour forcer afin de pouvoir obtenir nos terres pour les gens et les richesses de cette bande saharienne pour les autres. On n'est pas sans savoir que le ministre des Armées de France, Sébastien Lecornu, avait osé affirmer devant le Parlement français que le Sénégal allait faire face à une crise terroriste très importante parce qu'il était en phase de devenir un État exploitateur de pétrole. Le Sénégal, par exemple, qui est un pays qui va devenir producteur d'hydrocarbures sous peu, qui va donc être exposé à des risques terroristes importants, soit on fait à un côté, soit on fait à leur place, c'est pas soit on leur permet de faire. Est-ce que l'exploitation... Wow. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est le petit frère Ibrahim qui parle, Ibrahim Maïga.
Mais alors, moi, c'est pas vrai. Donc, on va revenir, ne vous en faites pas. On va revenir ici. Écoutez bien. Hey, Rime avec terrorisme. Et où sont les guerres? Après ça, après cette déclaration, ils sont encore allés plus loin en annonçant à travers leurs médias de propagande que les terroristes avaient commencé à recruter pour Sénégal. Tout ça, ça présage de quoi? Ça montre clairement comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et en Côte d'Ivoire, certains Alassane Dramane Ouattara fini, ils essaient de jouer la même carte contre le peuple ivoirien. Un peuple qui, de par le passé, avait déjà été primé, forcé, humilié, pour imposer à la tête de la nation des terroristes qui se faisaient appeler rebelles, qui ont pris les armes contre les institutions ivoiriennes. Des gens qui n'ont jamais répondu de leur sang. Là, on est qu'à osé affirmer dans une émission clairement qu'en Côte d'Ivoire, les terroristes se recrutent. écoutez, c'est cette partie qui m'intéresse là. Une danseuse, mais en tout cas, ils recrutent. Et que les terroristes et les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire s'évitent. Le Nord, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, c'est ils s'évitent. Donc on sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang, peut-être pour les renvoyer chez eux. On ne sait pas encore comment ça va s'articuler. On sait qu'ils vont parfois faire leur course en Côte d'Ivoire de l'autre côté de la frontière, mais les forces armées et les djihadistes s'évitent dans cette zone-là pour le moment. Donc, si on s'en tient à Ibrahim et à cet élément de France 24, ce fameux Nasser, ce journaliste PD, maudit, traître, corrompu, les djihadistes sont en train de recruter en Côte d'Ivoire. Mais posons une petite pause. J'avais dit à la prise du pouvoir d'Assimi Goïta, après la rectification, tu arrêtes de m'emmerder, hein, le son là, c'est quoi? J'avais dit très clairement avec Assimi Goïta que nous allons allumer les terroristes et que les terroristes vont se retrouver à la frontière ivoirienne. Est-ce que c'est de gaieté de cœur quand vous avez des parents, des amis dans un pays qui est sur le point d'être attaqué et où on recrute des éléments, des jeunes gens pour devenir des terroristes? Mais vous savez, le phénomène terroriste, ce que l'Occident a toujours utilisé comme narratif, c'est quoi? Ils disent, c'est l'extrême pauvreté qui est surtout à l'origine du terrorisme. Parce que des jeunes gens désœuvrés, désorientés, démunis, sont prêts tout de suite à accepter n'importe quelle offre. Donc les terroristes, il y a un terrain fertile, une population fertile, où les terroristes vont pour piocher. Parce que cette jeunesse désabusée, désorientée, démunie, pauvre, est prête tout de suite à accepter toutes sortes d'aides. C'est ce qu'ils ont dit par rapport au Sahel. Donne-moi une seconde. Donc, tous les bâtards qui vont m'énerver ici, là, je vous dégage de mon direct. Vous continuez à me parler, je vous chasse. C'est pas compliqué. Idiot que vous êtes. Alors, si tu es garçon, là, j'étais souvent supprimé, là. Il faut écrire ta bêtise encore. Je te fous dehors. Alors donc, je répète, c'est clair. Ça, c'était le narratif pour indexer nos États. Pour dire c'est parce que nous sommes pauvres que le terrorisme est en train de prospérer dans le Sahel. C'est ce qu'ils ont dit. C'était leur narratif. Alors, mais voilà maintenant leur pion. Celui qu'ils ont installé avec la force, après avoir tué plus de 10 000 Ivoiriens sur l'ensemble du territoire, après avoir massacré des Ivoiriens, détruit des familles, détruit des vies, ils ont installé un criminel, un voleur et un menteur qui s'appelle Alassane Ouattara. Question. On a présenté la Côte d'Ivoire comme pays de prospérité. Croissance à 2 chiffres. Ils vivent bien, la jeunesse travaille. Question. Question et question.
Si cette jeunesse travaille, si cette jeunesse vit bien, si cette jeunesse prospère, pourquoi les terroristes arrivent à recruter au sein de la population ivoirienne dans le Nord? Alors, quand on vous parle du Nord de la Côte d'Ivoire qui fait frontière avec le Burkina Faso, on ne vous parle pas de Ferkessé, de Gou, on ne vous parle pas de Korogo, on ne vous parle pas de Dina, on ne vous parle pas de... Non, on vous parle ici de Bouna, on vous parle un peu de Bondoukou. Parce que quand vous quittez Bouna, vous venez à Bondoukou, vous descendez par rapport à l'Est. Donc, la grande région qui fait, c'est le nord-est de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Bouna. C'est là d'où vient Kaba Niali, ministre du budget, du plan, économique, quelque chose comme ça, Kaba Niali. C'est elle qui est la grande patronne de la planification budgétaire de Ouattara. C'est dans sa région que les terroristes se recrutent. Alors ce petit bâtard Nasser, il ne sait même pas, je connais la Côte d'Ivoire mieux que lui. Et je suis cultivé mieux que lui. Je suis éduqué mieux que lui. Je suis formé mieux que lui et je connais mieux que lui que sa petite vie de merde ne pourra jamais avoir ce que j'ai comme connaissance. Quand il dit le nord de la Côte d'Ivoire qui fait une frontière avec le Burkina, c'est quelle partie du nord de la Côte d'Ivoire? C'est Bouna. Ils ont peur de citer le nom de Bouna parce que Bouna, c'est là d'où vient Kaba Niali, qui est ministre de la planification en Côte d'Ivoire. Parce que c'est elle qui est pressentie pour être premier ministre. Mais Ouattara a besoin de ses compétences. Parce que Ouattara est nul, cette femme-là, sa tête, il n'y a pas, elle connaît. On ne peut pas dire que les RHDP sont tous bêtes. Hein. Cette femme-là, elle connaît. Sa tête est remplie. Il n'y a pas pied dedans. C'est pourquoi Ouattara l'a mise là à côté de lui. Il faut malin sur tout le monde, mais elle seulement, on la laisse à côté. Alors, donc, à Bouna, on fait recrutement des terroristes. Mais je vais être honnête avec vous. Bouna est une région pauvre. Avec tout le respect que j'ai pour Kaba Niali, Bouna est pauvre. Bouna est pauvre. Alors, comme la ministre qui est chargée de la planification de Ouattara laisse sa région dans la pauvreté au point les terroristes viennent les recruter là-bas. C'est à Bouna. C'est pas à Ferkessé-Dougou. C'est pas au Djéné que les terroristes font le recrutement, mais c'est à Bouna. Dans cette région qui fait frontière avec le Burkina. La question, si les terroristes arrivent à recruter en Côte d'Ivoire, ça veut dire que Ivoiriens, ce que nous avons toujours dit, nous, la vérité est avec nous. Ce régime était un régime de voleurs. Ils n'ont pas investi. Quand le PPACI démontre le minable PD ministre Touré, qui prétend que la jeunesse a été au cœur de la politique de Ouattara, mais si cette jeunesse est au cœur de la politique de Ouattara, qu'on nous explique pourquoi c'est à Bouna que les terroristes sont en train de recruter. Qu'on nous explique, moi je veux bien savoir. Pourquoi c'est à Bouna que les terroristes se recrutent? Alors si les terroristes se recrutent à Bouna, ça veut dire que tout ce qu'on nous a dit sur performance économique, tout est faux. L'employabilité des jeunes, c'est fou. Les 1 milliard pour la jeunesse, c'est fou. Si 1 milliard par jour était donné à la jeunesse, je ne crois pas que les terroristes seraient capables de recruter les jeunes gens. Je répète. Merci, député de repos. Merci, tu connais vraiment là-bas. Merci beaucoup à la Madrid. De repos, c'est la ville frontalière directement. C'est le repos qui est la face frontale de la Côte d'Ivoire avec le Burkina. C'est malheureux. Mais voilà une triste réalité. Ils croyaient qu'on n'allait pas savoir ça. Quand nous disions à l'époque, le terroriste là, il n'a pas d'amis. Vous avez financé ces terroristes. Vous avez renseigné ces terroristes. Vous avez équipé ces terroristes. Vous les avez orientés dans la zone de 3 frontières contre le Mali, le Burkina et le Niger. Dieu merci, le président a pris le contrôle de la situation. C'est pourquoi Ibrahim, en s'adressant à la jeunesse, il a dit, nous voulons que les mêmes universités soient dupliquées en Afrique. Parce que c'est la seule condition de notre développement. Ibrahim n'a pas parlé dans le vide. Il dit, nous voulons les mêmes universités. Poutine, nous voulons les mêmes universités. Donc, nous voulons cet échange-là, ce partenariat-là. Culturel et éducatif, c'est ce que nous voulons. C'est bien beau de nous donner les blés, mais on serait intéressé de voir comment transférer cette technologie pour que nous puissions tout transformer sur place.
Mais Ibrahim était dans cette position. Ibrahim n'est pas un président complexé. Il n'est pas un président menteur, un président voleur, un président corrompu. Donc, puisqu'il a commencé déjà, c'est la dernière fois je l'ai dit, je vais le répéter aujourd'hui. Très bientôt, le sac de farine de blé du Burkina sera au Mali et au Niger. Le Burkina est en train de nous dévancer dans beaucoup de domaines. Ça fait mal de voir que dans notre pays, les choses n'avancent pas comme on l'aurait souhaité. Mais dans d'autres domaines, le président Assimi Goïta est en train de se battre comme un petit diable pour que les choses avancent. Aujourd'hui, sur le plan énergétique, on peut tout dire de lui, mais il y a une nette amélioration aujourd'hui. Ceci dit, quand le sac de 50 kilos farine de blé va rentrer au Mali, pour être vendu peut-être plus à 9 000 francs ou 10 000 francs. Mais pendant que les autres qui ont acheté leur blé à l'extérieur vont vendre pour à 17 000. Mais qui va laisser le sac de blé de 9 000 du Burkina pour aller acheter un sac de blé de 17 000? Donc ça veut dire que quand le blé du Burkina va entrer au Mali, tant que le blé burkinabé ne sera pas épuisé, personne ne va acheter le blé produit au Mali. Personne ne va le faire. Mais Assimi ne pourra pas. Les sacs de farine de blé de l'extérieur, oui. Il y a un blocus, ils ne rentreront pas, ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. Mais la farine de blé produite au Burkina va circuler dans les trois pays. Assimi il va jamais dire non, puisque ça fait partie de ce qu'on appelle la libre circulation et le libre marché entre les trois pays. Donc, c'est ce que le monsieur a dit. C'est ce que nous voulons. Nous voulons fabriquer nos munitions. Nous voulons fabriquer nos armes. Et nous voulons avoir la technologie nucléaire. Et quand Ibrahim a parlé de la technologie nucléaire, beaucoup de pays ont eu peur. Beaucoup de pays regardent la Russie. Est-ce que nous avons peur? Parce qu'Ibrahim dit, la seule façon où on ne viendra plus jamais nous emmerder, c'est d'avoir une technologie nucléaire. Hey! La Corée du Nord est un exemple. Kim Jong-un, tu es fou comment tu vas jamais attaquer Kim Jong-un. Parce que lui, il est prêt à jeter les fragments nucléaires dans ton pays. Tu vas arrêter certains missiles, mais forcément, il y a un ou deux qui va tomber là-bas. Et si ça tombe, les dégâts seront énormes. Vous savez, quand vous vous battez contre les grandes puissances, et puis vous frappez, regardez les outils aujourd'hui. Trump déploie tous les muscles de l'armée américaine sur les outils, mais les outils s'en fichent. Eux là, quand ils frappent un petit coin seulement là, ils font la propagande et c'est ça qui reste dans la mémoire des gens. Mais l'armée américaine frappe un grand coup, ça passe inaperçu parce que c'est Goliath et David. Et les gens regardent toujours David qui frappe. Donc, les terroristes qui recrutent en Côte d'Ivoire n'est pas nouveau pour nous. Mais ça devient inquiétant. Inquiétant en ce sens que des militaires qui évitent la confrontation directe avec les terroristes, les militaires ne le font pas comme ça. Les militaires le font parce que les militaires ont reçu de la hiérarchie de ne pas attaquer les terroristes. Cela nous rappelle une triste histoire avec une fin heureuse. Une triste histoire, c'est l'histoire des Bazoum qui libéraient les terroristes pour attaquer le Mali et le Burkina. La fin heureuse, c'est que le général Tiali a mis un terme à la présidence criminelle de Bazoum. Vraiment une seconde. Alors, regardons de près. Voilà c'est des réalités. La hiérarchie militaire, l'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire donne l'ordre express aux militaires en patrouille dans cette zone d'éviter tout contact avec les terroristes. Mais pourquoi? Pour que ces terroristes puissent se recruter en Côte d'Ivoire et attaquer le Burkina, le Mali et le Niger. Alassane Ouattara, tu es pathétique, tu es pitoyable et c'est regrettable.
Mais les terroristes n'ont pas d'amis. Les terroristes n'ont pas d'amis. Les mêmes terroristes, le mois passé, les terroristes ont frappé en Allemagne, en Angleterre, et puis je crois en Espagne aussi. Le mois passé, les terroristes ont secoué l'Europe. Ils se sont posé la question, d'où sont venus ces terroristes-là? Quoi? D'où sont venus ces terroristes-là qui ont frappé l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne? Vous avez vu les camions béliers, vous avez vu les attaques aux armes. Il y a eu, mais ils ont fait tout pour étouffer, ça n'a pas été comme ça. Mais d'où sont venus ces terroristes-là? Bonjour à toi, Diamond. Alors voilà ce que la Côte d'Ivoire fait. Mais nous voulons informer les Ivoiriens d'une seule chose. Nous n'avons rien contre le peuple de Côte d'Ivoire, mais cette tactique, les Ivoiriens vont payer. Parce que, rappelez-vous, Ibrahim a toujours dit, Ivoiriens, faites attention. Votre président joue à un jeu dangereux. Il fut une époque où Blaise Compaoré hébergeait les terroristes au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous payons le prix. Et nous payons de la vie de nos enfants, de nos frères et de nos soldats. Aujourd'hui, les terroristes qui trouvaient refuge au Burkina sont devenus aujourd'hui ceux qui attaquent le Burkina. Comment un pays qui se dit défenseur des droits de l'homme, un pays bercé de la démocratie, des valeurs démocratiques, peut donner l'ordre à ses soldats de ne pas engager le combat avec les terroristes? Quel résultat espèrent les forces armées ivoiriennes? Mais quand ces terroristes seront acculés, ne sachant où aller, ces terroristes vont se retourner contre la Côte d'Ivoire. Ces terroristes vont se retourner contre vous. Qu'est-ce que vous avez à perdre que de vous organiser pour soutenir? Alors vous voyez, soyons honnêtes. La CEDEAO n'a jamais voulu mener ce combat de terrorisme-là. Ils ont amusé la galerie, ils ont orné la galerie, et voilà le résultat. La force en attente, où est-elle? Mais cette force en attente, nous n'en avons pas besoin. Mais pour eux-mêmes, ils en ont besoin. Vous avez entendu tout à l'heure, on dit que le Sénégal sera pris pour cible à cause de l'exploitation du pétrole sénégalais. Mais en quoi est-ce que le Sénégal qui exploite son pétrole peut être confronté à des mouvements djihadistes, à des attaques djihadistes? Mais celui qui donne l'information là, Et puis, le monsieur, si c'était aux États-Unis, le Congrès allait l'appeler, le Sénat allait l'appeler au niveau de la commission de défense pour qu'il vienne s'expliquer, pour qu'il vienne s'exprimer sur ces informations qu'il donne chaque fois sur les terroristes. Mais il est le chouchou des plateaux de France 24. C'est lui qui est en contact avec les terroristes. C'est lui qui sait ce qui se passe. C'est lui qui est informé par les terroristes. C'est lui qui est au courant des mouvements des terroristes. Aux États-Unis, on allait l'appeler au sein de du Sénat, au sein de la commission de défense pour qu'il vienne parler. Mais en France, on ne le fera pas. En France, on ne le fera pas. Il a commencé avec l'eau, avec le Burkina et le Niger jusqu'à ce que on le chasse. Mais voilà aujourd'hui, il commence à parler de la Côte d'Ivoire. Alors, deuxième élément de réflexion. Dans 20 secondes, il y a quelqu'un qui veut que je le bannisse. Deuxième élément de réflexion. Deuxième élément de réflexion. La première
réflexion, vous l'avez saisi, il y a quelques éléments que j'ai apportés sans être exhaustif. La deuxième partie, la voilà. On nous dit, les terroristes recrutent en Côte d'Ivoire. Et n'oubliez pas que on a été averti à maintes reprises des attaques coordonnées entre des terroristes qui vont attaquer les positions des BDP et des FDS au Burkina, et en même temps, ils vont provoquer une insurrection, une mutinerie autant pour moi, à l'intérieur de certains camps militaires à Ouagadougou. Les terroristes vont lancer des attaques simultanées sur tous les fronts pour occuper et les vecteurs aériens et les drones. Et ensuite, ils vont susciter à l'intérieur des camps militaires à Ouagadougou des mutineries dans l'objectif d'attaquer le palais et de s'attaquer à l'intégrité physique du président Ibrahim Traoré. Alors cela nous rappelle quoi? Que tout ce qui est dit par le Burkina sur les velléités de déstabilisation du régime ivoirien, tout est vrai. Et ici, ce n'est pas une communication du Mali, du Niger ou du Burkina, mais c'est une communication sur un plateau de télévision en France, France 24, qui dit que les terroristes sont en train de recruter en Côte d'Ivoire et que l'armée ivoirienne, l'état-major des forces armées, sait bel et bien ce que font les terroristes. Et l'armée les laisse recruter à leur aise. Donc l'armée les accompagne. Ah. Oh. Donc frère, voilà une réalité que nous ne pouvons plus masquer avec... on ne peut pas cacher le soleil avec les 5 doigts ou les 10 doigts. La vérité finira toujours par rattraper le mensonge. Comment vous pouvez rester dans une telle velléité et croire que vous allez prospérer? Parce que tôt ou tard, la vérité va commencer à s'imposer. Alors, la deuxième partie, Ouattara, les forces armées volontairement laissent les terroristes recruter en Côte d'Ivoire. Donc, les forces armées de Côte d'Ivoire savent que les terroristes ont établi leur base dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, qui fait frontière avec le Burkina Faso. Je vous interpelle encore, écoutez très bien. Les terroristes ont établi leur base dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Et les autorités militaires, l'armée ivoirienne, les forces armées ivoiriennes, la hiérarchie militaire ivoirienne, l'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire est bel et bien informé de ce que les terroristes ont établi des bases sur le sol ivoirien et lancé des attaques dans les pays de l'AES. C'est en cela que le capitaine a demandé au président Poutine que les jeunes Burkinabés, les jeunes Maliens et Nigériens qui sont au Burkina, qu'ils soient formés afin que ces jeunes-là puissent mettre en pratique leur formation. Qu'ils apprennent à fabriquer des munitions, qu'ils apprennent à fabriquer des armes, qu'ils apprennent à fabriquer des explosifs, qu'ils apprennent à fabriquer des missiles. Parce qu'on aura ces entreprises-là chez nous. Nous sommes en guerre, on ne viendra pas toujours acheter avec vous. On voudrait produire pour pouvoir... Et moi, je ne savais pas que c'était à partir du coton
puis on fabriquait les balles, les pistolets, là, les revolvers, les pistolets automatiques. Je savais pas. C'est le capitaine qui a dit ça, la deuxième. Donc, le coton est utilisé dans la fabrication des munitions, des pistolets, les revolvers. Moi, je savais pas. Alors que nous, on est le premier producteur de coton ici. Ah, on peut prendre cette partie-là pour produire. C'est pourquoi il a dit, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on sache fabriquer les munitions là ici, puisque c'est à base de coton. Il a fallu Ibrahim pour nous édifier. Cet homme est réellement une bénédiction de Dieu. Pour le Sahel, en tout cas. Donc, Alassane Ouattara sait pertinemment, Alassane Ouattara sait que sur le territoire ivoirien, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, et dans le nord de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire dans la région de Ferkessédougou, Korogo et autres, qui font frontière avec le Mali, Bouna qui fait frontière avec le Burkina, et la zone qui descend, oui, toujours dans l'est, le nord-est, sur le flanc est avec le Ghana, les terroristes ont des bases là-bas. C'est pourquoi les terroristes ont attaqué dans le Ghana. Alors, de Korogo, en passant par Ferkessédougou, en longeant toujours jusqu'au niveau de Bouna, à Bangourou, on n'ira pas jusqu'à, non, on n'ira pas jusqu'à Bangourou. Bandoukou, on va se limiter à Bandoukou, pas à Bangourou. Peut-être une petite partie. Donc, quand vous prenez à partir d'Abangourou, jusque vous remontez, enfin, pour ceux qui connaissent, je vais vous montrer un peu la carte de la Côte d'Ivoire pour vous amener à comprendre ce qui est en jeu. Il faut que vous compreniez bien ce qui est en jeu. Et rapidement, je vais vous montrer la carte de la Côte d'Ivoire. Ça vous permet de vous faire une idée de ce qui est de cette situation que nous devons dénoncer avec carte de la Côte d'Ivoire. Je vais faire sortir ça rapidement pour vous. Rapidement, voilà. Je vais faire sortir pour vous. Une seconde. Voilà. Attendez, hein. Donnez-moi une seconde, on va rapidement. Ouais, rapidement, je vais rapidement relancer ici. Voilà. Voilà, voilà, je reviens rapidement. Voilà, je vais relancer rapidement. La carte de la Côte d'Ivoire, ok. La carte de la Côte d'Ivoire, permettez-moi, je vais vous montrer une carte où, voilà, cette carte-là, elle vous permettra de bien, quand je vois cette carte, voilà, cette carte, elle est bonne, voilà, cette carte-là, elle est bonne. Elle est bonne. Alors, voilà. Je vais vous montrer ça simplement, hein. La carte de la Côte d'Ivoire, voilà, ça, c'est comme ça y est. Oh, attendez, je vais voir si je peux avoir une autre image plus intéressante. Où je peux vous lire. Voilà, ça c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Ok. On va commencer rapidement ici. Alors, ouais. Quelque part, le Mali se trouve bon, on va aller à Bouna, bon, ça c'est ça. Bondoko, Boula, voilà, c'est de cette région que le monsieur parlait. On va prendre le nord-est de la Côte d'Ivoire. Alors, le nord-est de la Côte d'Ivoire, ça commence ici. Hein? Je vais vous montrer rapidement, hein. Le nord-est, là, je pense que chacun peut voir. Ça commence ici. On peut descendre jusque là à Bangourou, voilà. Cette partie-là, vous venez jusque là, et vous remontez jusque ici comme ça. Vous revenez jusque là, et jusque là. Et les terroristes, là, c'est dans ces zones-là, voilà. Les zones frontalières. Les terroristes ne rentrent pas en profondeur. Donc, les terroristes, vous regardez ici, au niveau d'Abangourou, ça c'est Abangourou. Alors, je vais pas rentrer totalement dans, ça c'est Agibilo qui est là. Mais je vais me limiter à Bondoukou que je connais très bien. D'accord?
Quand vous venez ici à Bondoukou, ça c'est le Ghana, hein? Tout ici c'est le Ghana. Et le Burkina commence à partir de là. Alors, ces gens-là s'installent ici, ça c'est le Zanzan qui est là. Ils s'installent dans les forêts qui sont là, la Côte d'Ivoire, ici, là, jusque là. Et bon, si on va un peu trop, on va rentrer dans la Guinée. Mais le Mali, ça s'arrête quelque part ici, entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Donc, toute cette zone-là, les gens vont s'installer là-bas, au vu et au su des autorités ivoiriennes, au vu et au su de l'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire. Il ne faut rien. Mais vous croyez que un pays qui est comme ça, alors, ce n'est pas le Mali, non. Encore moins le Burkina, non. Parce que, à défaut, c'est quoi? Le terroriste, s'il n'a pas ce qu'il veut, s'il est acculé, il va changer de position. Et déjà, vous n'allez plus pouvoir les faire sortir de la Côte d'Ivoire parce qu'ils se sont installés. Et ce n'est pas seulement qu'ils s'installent en Côte d'Ivoire. Ils vont commencer à épouser vos filles. C'est comme ça que le terroriste rentre. Ils vont commencer à se mélanger à la population musulmane. Ils vont épouser vos filles. Ils vont avoir des enfants avec vos filles. Les jeunes gens qui vont recruter chez vous. C'est comme ça d'abord que le terroriste agit. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il arrive, il épouse. D'abord, il recrute les jeunes gens. Mais le jeune homme qui veut marier cette fille-là, il y a longtemps, la fille dit non. Il y a l'argent. Les terroristes viennent avec l'argent. Puisqu'ils vont dire, mais tout ce que tu veux, non, te donne. Mais le petit, tu as quel problème? Le petit, tu n'es pas marié, je suis pas marié, qui tu vas laisser là? Et les terroristes, ils envoient leur chef aller négocier la main de la fille avec l'argent. Tout de suite, le petit, il a sa femme. Donc, il rejoint le groupe. Ils ont des enfants. Et c'est comme ça parce que les gens, ce qu'ils ne comprennent pas dans le mécanisme du terrorisme, quand le terroriste arrive quelque part, il veut devenir sédentaire. Il veut s'implanter. Et pour s'implanter, il y a ce qu'on appelle le mixage culturel. C'est-à-dire, mariez vos filles. Mariez vos filles. Quand vous regardez en Syrie, là, combien de jeunes françaises aujourd'hui cherchent à rentrer avec des enfants terroristes. Et quand elle rentre, la jeune fille qui est partie à 14 ans, 15 ans, 16 ans, quand elle rentre, il y a un centre qu'on a mis spécialement dédié. Il faut d'abord les désintoxiquer. Il faut les lessiver. C'est-à-dire, il y a eu un matraquage psychologique qui fait que ces gens-là croient tellement à ce qu'elles ont vu. Donc, il faut tout de suite faire ce lavage psychologique. Mais quand ces jeunes gens qu'on recrute en Côte d'Ivoire, vous croyez qu'on les recrute seulement pour aller aller sur le front? Non. On va les amadouer d'abord. Ils vont épouser vos filles. Et il y a des gens il y a des jeunes gens qu'on recrute qui sont des informateurs. Il y en a qu'on recrute pour informer. Qui sont les espions des terroristes. Qui sont toujours informés des actions. Donc, il y en a qu'on recrute pour aller sur le terrain. Il y en a qu'on recrute comme informateurs. Et Ouattara croit que ça là, c'est contre le Burkina qu'il agit. Non, c'est pas contre le Burkina. Tu vas payer ça cher parce que ces gens-là vont pas accepter. Parce que après, ils vont se retourner. Contre qui? Contre les Ivoiriens. En ce moment, ils ont déjà inféodé, ils ont déjà pénétré, ils sont déjà assis, ils sont déjà dedans. Et ce sont ces jeunes gens-là, il y a ce qu'on appelle les cellules dormantes. Et ce sont ces gens-là, on va leur montrer les techniques pour avoir les papiers administratifs ivoiriens. Ils vont avoir. Et ces terroristes-là, on commence à les éparpiller sur l'ensemble du territoire, qui vont dans les régions, corrompent les guides religieux, ils sont là-bas. Ils ont des cellules dormantes qui existent déjà. Le jour où vous voulez les attaquer, ils commencent toutes sortes d'attaques terroristes sur votre sol. Des attaques coordonnées partout. Alors, Ouattara croit que c'est au Mali, il fait, non, tu te trompes au petit vieillard, c'est pas au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. Mais tu es en train de livrer la Côte d'Ivoire aux ennemis de la Côte d'Ivoire, croyant, cette vengeance-là, à ton âge, tu vas aller avec ça où? Alors, c'est pourquoi Ibrahim a demandé et exigé du président Poutine qu'on peut se donner, qu'on peut se dupliquer autant pour moi certaines universités russes chez nous, ici, dans le Sahel. Et pendant son séjour, il a pu rencontrer 2 ou 3 ministres de la Défense. On va parler de cela prochainement.
pour aujourd'hui. On va dire grand merci à Dieu qui nous a permis de pouvoir en faire ce direct jusqu'à telle heure. Merci à chacun de vous pour avoir été là.